Diptyque est le magazine de référence de l'art contemporain africain. Il est produit, publié et imprimé à Casablanca au Maroc. Avec ce podcast, nous souhaitons vous donner accès aux personnalités qui animent la scène artistique africaine et marocaine, des artistes aux galeristes en passant par les curateurs et commissaires d'exposition. Ce podcast vous est offert avec le soutien du groupe Maroc Télécom, partenaire de l'art et de la création. Quelques jours après la clôture de la saison Africa 2020 en France, aujourd'hui je reçois Ngoné Fall. En 2018, c'est elle qui a reçu du président Macron la délicate mission d'organiser une saison africaine sur l'ensemble du territoire, une saison dont l'objectif était de, je cite, « faire découvrir en France l'image d'une Afrique en mouvement et en pleine mutation ». De son point de vue, Ngoné dit que cette saison a été surtout une invitation à comprendre et à regarder le monde d'un point de vue africain. Qui est Ngoné Fall ? C'est ce que nous allons découvrir dans cet épisode du podcast Diptyque. Ngoné est née à Dakar en 1967, elle est diplômée d'école spéciale d'architecture de Paris. Elle s'engage rapidement au sein de Revue Noire, dont elle est directrice de la rédaction entre 1994 et 2001. Revue Noire a été un projet pionnier et très engagé dans la reconnaissance des artistes africains dans le milieu de l'art international, et Ngoné va nous expliquer la philosophie de cette belle aventure. Si cette saison africaine lui a été confiée, c'est parce que sa carrière en a fait une figure centrale des scènes artistiques en Afrique. Elle a co-dirigé plusieurs ouvrages, une anthologie de la photo africaine et de l'océan Indien en 1998, et en 2001, une anthologie de l'art africain du XXe siècle aux éditions Revue Noire. Elle a été commissaire invitée aux rencontres de photographie de Bamako, elle a présidé en 2016 le jury de la Biennale de Dakar, et en qualité de consultante en ingénierie culturelle, Ngoné est aussi l'auteur de plans d'orientation stratégique, d'études de programmation et de rapports d'évaluation pour des gouvernements ainsi que pour des institutions culturelles nationales et internationales en Afrique, en Europe, en Asie, aux États-Unis et dans la Caraïbe. Pour ma part, j'ai eu le plaisir de rencontrer Ngoné au Maroc au moment où lui a été confié ce projet et nous nous sommes revus ensuite notamment à la Biennale de Venise. Le magazine Diptyque a eu la chance d'être partenaire média de cette grande saison à laquelle nous avons consacré plusieurs de nos éditions. Bonjour Ngoné, merci d'être l'invité de cet épisode du podcast Diptyque. Bonjour Myriam, ravie d'être là. C'est pareil pour moi, ça fait un bout de temps qu'on ne s'est pas vu et donc tu viens de clore la saison Africa 2020 qui vient de s'achever. Et sa mission, selon le communiqué, c'était alors je cite, de permettre de faire découvrir en France l'image d'une Afrique en mouvement et en pleine mutation. J'aimerais que tu me dises là, au moment où s'achève la saison, est-ce que tu penses que de ce point de vue-là, la saison est une réussite ? Alors donc, comme tu le sais, cette saison est une initiative du président de la République française et effectivement, c'était sa volonté à lui de montrer une autre image de l'Afrique. Moi, quand j'ai été approchée par ses conseillers, ce qui m'intéressait, c'était de montrer la réalité de ce continent qui fait, somme toute, 30 millions de kilomètres carrés et plus d'1,2 milliard de personnes, en disant regardons quelles sont les idées qui font l'objet de recherche, de production et de diffusion sur le plan intellectuel, scientifique, artistique, à l'échelle de ce continent. Et c'est comme ça que j'ai construit la saison autour de 13 enjeux majeurs du XXIe siècle, avec l'aide de 4 personnalités, Ntone Njabe du Cameroun, Nontobé Kontombela d'Afrique du Sud, Fola Kunle Oshun du Nigeria et Sarah Rifki d'Égypte. Et j'ai tout de suite mis un sous-titre à cette saison en disant c'est une invitation à regarder et à comprendre le monde d'un point de vue africain et qu'on allait faire en fait une saison qui serait panafricaine et pluridisciplinaire, donc pas des projets par pays, c'est pas les Jeux Olympiques, et que les gens, on se met dans une dynamique continentale. La façon dont nous on travaille sur ce continent, de connecter tous nos réseaux continentaux voire internationaux et de faire des projets ensemble qui soient transversaux, c'est-à-dire pluridisciplinaires, et qu'à chaque fois, le projet est en fait un prétexte à aborder une ou plusieurs de ces questions, comme si, en fait, la saison était une plateforme collaborative de production et de diffusion de savoir, d'idées, de concepts, de pensées. Donc, on a eu
10 mois de programmation. On a commencé le 1er décembre 2020. La saison, on l'a lancée en présentiel en Martinique et en Guyane. Et on a terminé le 30 septembre 2021. Ça a été compliqué parce que c'est une saison qui est énorme où on avait 422 structures partenaires en France et 489 structures partenaires en Afrique, puisque chaque projet est en fait porté par des structures ou des personnalités du continent en partenariat avec une structure en France qui accueille le projet. Donc il y a ce principe de la co-construction et à l'arrivée, on a fait plus de 1500 projets dans les arts, les sciences et l'entrepreneuriat, malgré toutes les complications liées au Bien sûr. contexte actuel, à la mobilité des partenaires et des personnes. Mais ça m'a fait beaucoup penser à un des thèmes de cette saison qui était justement la libre circulation des personnes, des idées et des biens. Et là, tous ensemble, on a été obligés de l'expérimenter. Alors justement, on reviendra évidemment en détail sur la saison et sur la réussite donc de tous ces principes. Mais j'aimerais, si tu veux bien, pour nos lecteurs, pour ceux d'entre eux qui éventuellement ne te connaîtraient pas, j'aimerais qu'on rembobine un petit peu le film de ta propre vie et revenir évidemment sur ton parcours pour expliquer aussi comment Ngoné Fall se retrouve en France à la demande du président Macron à la tête d'un paquebot de cette envergure. J'aimerais surtout que tu reviennes pour nos lecteurs sur l'expérience de Revue Noire et notamment sur les années pendant lesquelles tu en as assumé la direction de la rédaction. Donc si mes informations sont bonnes, c'était entre 94 et 2001. Est-ce que tu pourrais nous parler de cette expérience Revue Noire et évidemment dans quelle mesure elle t'a permis d'être armé pour aborder cette saison? Alors, en fait, ce qui m'a permis d'être armée pour aborder cette saison, ça remonte à, je pense, plus loin que Revue Noire. Ça commence par le fait que je sois sénégalaise de Dakar et que je nais quelques années après l'indépendance et qu'il y a cette conscience africaine et panafricaine qui est très forte, qui est très présente au Sénégal, qui avait organisé sous Senghor le premier festival mondial des arts nègres en 1966. Le fait que dès l'école primaire, j'ai appris l'intégralité de l'histoire de ce continent, de l'âge de pierre jusqu'à l'époque moderne, et que j'avais des parents qui étaient très militants et qui nous ont poussés, mes frères et sœurs et moi, à aller à la découverte de ce continent, à comprendre son histoire et à voir, nous, en tant que petits Sénégalais, qu'est-ce qu'on avait en commun ou pas en termes d'histoire, de vécu et de culture avec les autres peuples de ce continent et au-delà de ce continent. Donc ça, c'est déjà ce bagage familial que je porte depuis, on va dire, une cinquantaine d'années. Le fait que moi, j'ai fait des études d'art graphique et d'architecture et mon mémoire de diplôme d'architecte était un musée sur l'histoire de l'Afrique et ses liens avec le reste du monde. Comment est-ce que l'Afrique a été, dès le départ, en connexion avec le reste du monde et que c'était pas un continent isolé qui s'est développé pendant que le reste du monde se développait ailleurs. Donc, quelles étaient ces convergences, ces migrations, comment est-ce que nous, on a impacté le monde, comment est-ce que nous avons été impactés par le monde. Et effectivement, moi, je suis jeune architecte et c'est là où je rencontre le fondateur de Revue Noire, qui lui-même est architecte et qui était à l'époque, qui rentrait du Mali et qui avait travaillé là-bas pendant plusieurs années et notamment construit le Musée national du Mali et qui cherchait quelqu'un qui était africaine du continent pour rejoindre l'équipe de la rédaction. Donc j'ai eu plusieurs discussions avec lui en 1993 et en 1994, j'ai fait cet acte, on va dire fou, que certains considèrent comme fou, de démissionner de ma belle carrière d'architecte et de rejoindre cette rédaction tout simplement parce que j'avais quelqu'un que je considérais comme un fou qui allait me payer pour aller concrètement découvrir ce continent. Et pour moi, c'était tout ce que j'avais appris dans les livres ou à travers le vécu, les témoignages de mes parents et de mes grands-parents, j'allais pouvoir aller à la rencontre justement des acteurs des luttes d'indépendance
rencontrer des intellectuels, des historiens, des artistes, des penseurs. Et je me disais, bon, je vais faire ça pendant 2, 3 ans et puis après, je vais retourner à l'architecture. Évidemment, je ne suis jamais retournée à l'architecture, mais cette Afrique, euh, c'est ce que je suis. Et même quand j'ai essayé plus tard d'aller travailler aux États-Unis, de travailler en Belgique, de faire des projets au Japon, en Corée, en Vietnam, l'Afrique me rattrape toujours. Sans doute parce que je suis africaine et que j'ai cette appétence ou cette obsession de ce continent qui reste toujours mal perçu, qui est encombré de clichés, de misérabilisme, et que toute ma volonté à travers les projets que j'ai pu faire, c'était justement de dire, ce n'est pas qui nous sommes, laissez-nous vous dire qui nous sommes à travers les projets que je porte avec des collègues, avec des artistes, avec des intellectuels. Donc forcément, les années Revue Noire, ça a été quelque chose de fondateur parce que je suis allée concrètement à la rencontre des acteurs du continent. Et même si c'était une revue d'art contemporain, il y avait toujours de la littérature, énormément de photographies, de la danse, de la musique. Et moi, je prenais du temps sur place, comme je l'ai dit, pour rencontrer les acteurs des luttes d'indépendance, que ce soit euh, en Afrique du Sud par rapport à l'apartheid, que ce soit en Angola par rapport à la guerre d'indépendance, d'aller discuter avec les historiens en Éthiopie. Et je pense que c'est tout ça, plus tous ces réseaux que j'ai construits dès les années 90, qui m'ont permis d'avoir cette vision à 360 degrés et de l'Afrique et du monde. Et j'imagine que c'est pour ça que j'ai reçu cet email bizarre un jour de février 2018 du cabinet du président de la République me disant on aimerait vous rencontrer. Ah, c'est fantastique. Alors, est-ce que tu peux, s'il te plaît, toujours dans l'expérience Revue Noire, puisque tu as des liens particuliers avec le Maroc que tu pourras nous expliquer, est-ce que tu pourrais nous raconter le numéro précisément qui était consacré au Maroc et nous dire en quelques mots comment s'était déroulée cette expérience du numéro marocain? Alors, le principe de Revue Noire, il faut se rappeler pour les jeunes Oui. qui vont écouter ce podcast que dans les années 90, Internet n'existait pas. Oui, donc les emails non plus, ça n'existait pas. Donc les réseaux sociaux, ça n'existait pas. Donc, il fallait Euh, aller sur les, place. les téléphones portables n'existaient pas. Ouais. Et que la télévision par câble en était à ses tout débuts. Donc pour savoir ce qui se passait ailleurs, il Il fallait fallait y soit aller aller. dans une bibliothèque et lire des livres, ou bien aller carrément sur place. Et le principe de Revue Noire, c'était justement d'aller sur place et d'être très pragmatique, parce que l'Afrique, c'est immense, et donc de faire des numéros par pays. Et le Maroc, je crois que c'est le dernier numéro justement qu'on a fait en tant que sur le magazine, parce qu'on a aussi fait énormément de livres. Mais le dernier Mhm. numéro du magazine Revue Noire, c'était justement un magazine consacré au Maroc. Et le principe de chaque numéro, c'était le même. Une ou deux personnes de la rédaction vont dans le pays, contactent quelques personnes. Souvent, c'est soit un journaliste, soit un responsable de musée, et on monte un comité éditorial local. On part du principe que nous, on ne connaît pas ce pays, et le but, c'est de faire découvrir ce pays à nos lecteurs, mais ce sont les gens du pays qui le connaissent. Donc, ce numéro, on va le faire avec les gens du pays. Donc, le numéro sur le Maroc, on l'a fait comme pour les autres numéros, de monter un comité éditorial localement avec des gens qui connaissaient le Maroc, des Marocains qui habitent au Maroc ou qui habitaient à l'extérieur. Personnellement, moi étant du Sénégal, vu les liens historiques qu'il y a entre le Maroc et le Sénégal, c'est un numéro qui me tenait à cœur, parce que là encore, je parle aux jeunes qui ne nous connaissent pas. La Mauritanie n'existait pas à l'époque précoloniale. La Mauritanie a été inventée en 1960 à l'indépendance des territoires occupés par la France et c'est devenu un pays. Mais à l'origine, le Sénégal et le Maroc avaient une frontière commune. Et moi, j'ai une arrière-grand-mère qui est marocaine. Il n'y a pas de visa entre le Maroc et le Sénégal. On a énormément d'étudiants sénégalais dans les universités marocaines et on a énormément d'étudiants marocains dans les universités au Sénégal et que on a la rue Mohamed V et que sur le plan politique c'est très fort, mais sur le plan aussi humain entre Marocains et Sénégalais, ce sont des cousins, on va dire, ou des frères ou sœurs de très longue date. Donc mon attachement
Et mon rapport au Maroc, au-delà des différents métiers que j'ai pu occuper, c'est aussi un lien personnel. Et Oui. donc, évidemment, quand j'ai accepté sa mission, je suis allée tout de suite au Burkina. C'est le premier pays africain où je suis allée pour expliquer cette saison. Il y avait le festival de théâtre Les Récréatrales. Et c'était l'occasion pour moi de rencontrer énormément d'acteurs du théâtre sur le continent. Mais juste après, directement, je suis arrivée au Maroc pour justement rencontrer mes collègues marocains. Et c'est comme ça qu'on s'est vu, Myriam, et C'est que je ça t'ai qu'on s'est expliqué mes embryons d'idées et ce qu'il fallait faire ensemble. Alors, j'ai lu dans les nombreuses interviews que tu as données avant et pendant la saison, notamment, il me semble, à Jeune Afrique, que tu as dit vouloir faire tomber les clichés. C'est une très très belle interview qu'on mettra d'ailleurs en lien du podcast. Comment on s'y prend, Ngoné, au moment où on démarre une saison africaine en France, avant évidemment d'entrer dans le détail de la méthodologie qui est vraiment fantastique, on l'expliquera à la suite. Comment est-ce qu'on s'y prend en France pour sortir de la France-Afrique? Est-ce que tu penses que dans la saison, tu es parvenu à faire tomber les clichés et à sortir de ce regard de la France sur l'Afrique? Ben, on arrive à faire tomber les clichés, les préjugés, tout simplement parce que les Africains étaient aux commandes de ce projet. Au-delà de moi, chaque projet, comme je l'ai dit, était porté par une structure, une personnalité du continent africain Oui, qui il va faut expliquer travailler. voilà, le principe de la co-construction. Bah, je te laisse l'expliquer parce que justement, c'est vraiment un des éléments centraux, un des éléments qui fait l'originalité de cette saison. Si tu veux expliquer à nos auditeurs ce principe. Oui, Oui. donc c'était évident pour moi que si on vient me chercher et qu'on me demande de façon très explicite de mobiliser un continent qui est immense, pour, je cite le président, changer le regard que les Français ont de ce continent, ça peut pas être les Français qui vont faire des projets africains pour expliquer aux Français ce qu'est l'Afrique aujourd'hui. Ça, ce serait totalement absurde. Et pour moi, c'était très clair. Le premier critère pour être labellisé, pour être dans la saison, c'est que, un, on n'était pas là pour faire des projets africains. Nous, en Afrique, quand on se réveille le matin, on se dit pas, tiens, bon, ben aujourd'hui, dans mon musée, dans mon centre d'art, je vais faire un projet africain. Non, on fait un projet qui va parler de citoyenneté, de résistance ou de mobilité ou d'autres choses. Donc, j'apporte avec moi des collègues qui sont dans une dynamique contemporaine et qui disent, moi, par rapport aux questions de cette saison, c'est la question de l'histoire qui m'intéresse, c'est la question de nos archives, c'est la question de l'émancipation économique. Je vais travailler avec un partenaire français et ensemble, on va déposer une proposition de projet. Mais les Africains n'ont pas de clichés par rapport à eux-mêmes. Donc, de facto, c'est montrer qui nous sommes, mais c'est nous qui disons, qui déterminons les termes de l'acceptation de cette invitation que la France nous fait. Donc, on ne peut pas être dans des clichés si nous-mêmes, on est en train de dire, voilà ce qui nous sommes, voilà comment nous voyons le monde. Et ce qui m'intéressait, c'était comment est-ce que cette société civile du continent africain voit le monde, aborde ce 21e siècle, avec tous les défis qu'on a sur ce continent par rapport aux droits fondamentaux. Donc, on ne peut pas être dans des clichés. Donc, de facto, de dire que le critère, c'est des structures, des personnalités du continent africain qui portent un projet en partenariat avec une structure en France, on n'est pas dans le cliché, on n'est pas dans la caricature, de facto. Alors, quel est selon toi, justement, dans ce principe de co-construction, hein, donc un porteur de projet en Afrique accueilli par un lieu d'art sur l'ensemble du territoire, hein, vraiment, c'était pas du tout il faut vraiment, d'ailleurs, on a essayé de le montrer dans les différentes sections Africa 2020 qu'on a consacrées dans le magazine Diptyque, que je mettrai en lien aussi. C'est vraiment l'ensemble du territoire. Quel est, selon toi, à l'issue de la saison, peut-être le binôme, selon toi, qui a le mieux fonctionné? Parce que je sais qu'il y a certains binômes qui sont amenés à peut-être à perdurer. Hein. Il y a eu des rencontres très, très importantes, certainement aussi des rencontres de personnes qui vont être amenées à durer. Est-ce que tu as un écho de collaborations particulièrement fructueuses avec peut-être voilà, des choses qui sont amenées à durer? Alors, tu sais, on vient de terminer le 30 octobre, pour moi, c'était hier matin, mais j'ai déjà Oui. eu des retours d'expérience.
de certains partenaires. Parce que comme je te dis, au total, on a plus de 911 structures Oui. partenaires. Mais je sais que, par exemple, le projet du quartier général Africa 2020 dans le 18e arrondissement à la Goutte d'Or à Paris, je Mhm. sais que les trois partenaires, l'Institut des cultures d'islam à Paris, Think Tanger à Tanger et le Centre d'art Douala à Douala, aimeraient prolonger leur collaboration. Ça, ils me l'ont dit, redit. Je sais aussi que le théâtre Le Grand T à Nantes, qui a travaillé avec le festival Les Récréatrales à Ouagadougou et aussi avec le festival de théâtre Kinani à Maputo, que ces trois structures ont envie de continuer à travailler ensemble. Donc je pense que petit à petit, là, tout le monde est en train de digérer. Il y a des projets qui sont encore en cours, d'autres qui sont en train de faire leur bilan, d'autres qui ont déjà terminé leur projet, puisque tout le monde n'a pas commencé le 1er décembre et que tous les mois, on avait des projets qui ouvraient, des projets qui fermaient. Mais je sais qu'il y a certains partenaires qui ont envie de travailler ensemble et je sais qu'ils vont continuer à travailler ensemble. Quelle a été la réception du public français? Je pense par exemple, on va prendre l'exemple de l'exposition Distance ardente dans un lieu comme le MRAC Occitanie. Quelle peut être la réception du public? Je suis intéressée de savoir comment se passe la réception du public. Alors, Est-ce que tu as des données là? c'est ça aussi qui était intéressant pour moi dans cette saison, où effectivement la mission qu'on me donne, c'est d'être sur tout le territoire français. Donc, la première chose que je fais quand je commence le 1er juin 2018, c'est d'imprimer la carte de France et de ces Oui, territoires et de voir le découpage des départements, des régions en disant il faut faire un maillage total de ce territoire, sortir de Paris, sortir de la région Île-de-France. On n'est pas là pour faire une saison parisienne et aller à la rencontre des populations françaises. Voilà, dans des zones qui, a priori, ne voient pas de grandes expositions prestigieuses dans leur ville ou etc., puisque la plupart des grands musées sont dans les grandes villes et essentiellement à Paris. Et donc le MRAC Occitanie, donc qui est un centre d'art contemporain, nous avait contactés en disant que la saison, par rapport à ces concepts, ça les intéressait. Ils sont dans une petite ville qui s'appelle Sérignan, qui est au ouais. bord de la Méditerranée, pas très loin de la frontière espagnole et pas très loin de Montpellier. Comme ça, les gens ont une idée vaguement. C'est une ville qui vit surtout l'été, parce que c'est une ville touristique et dont la population est, je ne sais pas, multipliée par 5 ou 10 pendant l'été et qui se replie un petit peu sur elle pendant les mois d'hiver. Donc, le MRAC était intéressé par cette saison, voulait faire une exposition compte tenu de son emplacement et de ses liens avec l'Afrique du Nord. Et donc, j'ai proposé de les mettre en contact avec Hicham Daoudi du Comptoir des Mines en disant parlez-vous et si le courant passe, proposer un projet ensemble. Ça, c'était aussi le principe que j'avais mis en place. Soit il y a des gens des structures qui se connaissaient déjà et qui ont proposé un projet, soit je disais à la structure française ou à la structure africaine, on va vous trouver un partenaire. Donc c'était aussi un peu le principe de la marieuse. Et donc Hicham, on s'est d'abord rencontré à la Biennale de Venise où je l'ai présenté aux gens du MRAC Occitanie qui étaient là. Hicham était au courant de la saison puisque quand j'étais passé au Maroc en 2018, on avait pas mal échangé. Donc ils ont discuté, le courant est passé et ils ont déposé un projet. Et l'intérêt de ce projet où ils ont bien compris l'esprit de la saison, c'était de pas uniquement faire une exposition d'art, mais de faire tout un programme de médiation justement pour expliquer. Et Hicham qui est parti de l'histoire qui a en lien entre l'Afrique du Nord et la France par rapport à la Seconde Guerre mondiale, par rapport à la colonisation et par rapport à toutes ces populations qui sont arrivées d'Afrique du Nord et qui se sont installées en France, dont les générations suivantes sont devenues français, où c'est pas toujours simple parce qu'à côté il y a une ville qui s'appelle Béziers, dont le maire est du Rassemblement national. Donc pour les populations de ce territoire-là, la perception de l'Afrique, elle est biaisée et Bien que sûr. Hicham fasse un projet justement où il parle de cette histoire commune par rapport à la colonisation, par rapport à la libération de la France à la Seconde Guerre mondiale, par rapport au processus de décolonisation, qu'il y ait une exposition
un ciné-club avec des projections de films, qu'il y ait des tables rondes avec des débats citoyens, qu'il y ait aussi de la littérature, de la danse, etc. C'est comment tout d'un coup il arrive, mais ça tous les partenaires africains l'ont fait parce que c'est comme ça qu'on fonctionne et c'était le principe, de s'appuyer sur une programmation artistique pour parler des enjeux, pour parler d'idées. Et le MRAC Occitanie a prolongé son projet, puisqu'entre-temps, il y a eu la Covid qui a un petit peu bousculé les choses, pour justement capter le public touristique qui vient au MRAC l'été. Et L'été, il y a eu ouais. énormément d'échanges, de discussions, de débats entre Hicham, les équipes du MRAC Occitanie, les artistes qui se sont succédés. Hicham a invité d'autres opérateurs marocains pour la programmation cinéma, pour les discussions, etc. Et je pense que quand on se met autour de la table et qu'on parle histoire, qu'on parle libération, qu'on parle indépendance, c'est pas seulement l'indépendance du Maroc, mais c'est aussi comment des gens d'Afrique ont aidé la France à se libérer de l'occupation de l'Allemagne. Donc, tout d'un coup, le regard qu'on porte sur l'autre, il change à travers le projet et ces discussions. Et c'était tout l'enjeu de cette saison. Cette expo. Alors justement, puisque tout à l'heure on parlait aussi, je disais que tu as souhaité dans cette saison euh, déglinguer quelques clichés sur l'Afrique. Justement, un des axes de la saison, c'était, d'ailleurs les axes sont très, très beaux, les titres sont magnifiques, sont d'une très grande poésie. Tu parles d'oralité augmentée, qui évidemment prend en compte les nouvelles technologies dans la diffusion des savoirs. Est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots de l'expo Rhizome à Bordeaux, justement, où tu as voulu montrer, tu as voulu aussi porter, encourager des projets qui montrent une Afrique ultra connectée, aux antipodes des clichés d'une Afrique qui est à la traîne de la technologie. Est-ce que tu peux nous parler de cette expo en particulier? Oui, donc l'exposition Rhizome qui s'est clôturée dimanche à la base sous-marine à Bordeaux, on dirait un décor de James Bond parce que c'est vraiment une base ou on va dire un garage pour sous-marins pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc il faut imaginer ces sortes de méga bunkers avec 10 mètres de hauteur sous plafond, euh, l'eau qui rentre hein, puisque c'est un parking à sous-marins, donc c'est très humide, c'est très sombre la base sous-marine à Bordeaux donc qui est un lieu qui ne fait que des expositions temporaires qui dépendent de la ville de Bordeaux. Ils font essentiellement des expositions numériques, digitales, parce qu'on peut pas mettre des œuvres d'art à cause des taux d'humidité qui sont complètement fous. Mais quand j'ai vu ce lieu, je me suis dit, ça va être un défi, ne serait-ce qu'en termes de scénographie. Ça a été ma première impulsion. Là, c'est l'architecte qui a regardé le lieu, l'architecte qui a fait de la scénographie et qui s'est dit, il faut trouver quelqu'un qui va pas se mettre en compétition avec le lieu et qui va comprendre que ce lieu est un atout. Et donc, je suis allée chercher une personne que j'admire beaucoup, pour qui j'ai beaucoup de respect, qui est angolaise, qui s'appelle Paola Nascimento, qui est architecte de formation, comme moi, et qui est commissaire d'exposition, comme moi, qui a d'ailleurs, au passage, porté le pavillon de l'Angola à la Biennale de Venise, l'année où l'Angola obtient le Lion d'or du meilleur pavillon, et c'est la seule fois où l'Afrique, un pays africain, a obtenu le Lion d'or du meilleur pavillon. Donc, immédiatement Absolument. après cette visite, j'ai appelé Paola, assez surexcitée, en lui disant, il faut que tu viennes à Bordeaux, il y a un lieu complètement fou, et ce lieu, il est pour toi. Donc, elle est venue à Bordeaux, elle a discuté avec les équipes de la base sous-marine, et ensuite, elle a proposé un projet qui était 100% numérique avec beaucoup de nouvelles productions. Donc, on était sur de la performance, de la photographie, des installations sonores, des œuvres en réalité augmentée, de l'intelligence artificielle et des films. Donc, on était vraiment sur du numérique total. Et puisque elle-même, elle fait aussi des scénographies d'exposition, donc il y avait une sorte de poésie et de magie dans cette exposition, où moi je sais qu'il y a des gens qui viennent du nord de la France, qui ont pris le train et qui ont traversé toute la France jusqu'à Bordeaux pour aller voir cette exposition Rhizome, où justement elle parle de ces réseaux et de ces interconnexions qui existent
entre acteurs sur le continent africain. Et donc, elle a travaillé avec des artistes francophones, lusophones bien évidemment, d'Afrique du Nord et aussi anglophones. Ah. Alors, toujours dans le même, dans cette idée aussi de décentrer le regard et de proposer évidemment des lectures depuis l'Afrique et notamment dans le domaine de l'histoire. Il y a l'expo, je pense qu'il y a eu aussi un assez important succès, l'expo du Macal à Paris, là au Palais de la Porte Dorée. Donc ça, est-ce que tu as une idée de la réception d'une telle expo? Je pense que c'est une des expos qui a eu le plus d'articles dans la presse parisienne. Oui, ce qui m'a Euh, semblé. oui, 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 ceux qui s'oublient et ceux qui restent, Oui, effectivement. ce Ou qui là, s'oublie et ce pareil, qui quand je discute avec le Palais de la Porte Dorée, le Musée national de l'histoire de l'immigration, j'ai pensé au Macal et j'ai pensé à Meriem. Ouais. Donc pareil, j'ai Myriam, qui appelé a fait un Meriem travail extraordinaire. et Ouais, je lui ai proposé de la faire venir à Paris et qu'elle rencontre les équipes du musée et qu'ils discutent ensemble. Donc c'est devenu un projet entre deux musées finalement, ouais, le Macal et la Porte Dorée. Et Meriem est partie sur en fait le premier des concepts de la saison, donc qui est cette idée de la transmission de la mémoire et en même temps des savoirs. Donc c'est une exposition très subtile, très intelligente, là pareil avec des artistes de différents pays, qui fait beaucoup appel à l'histoire à travers des œuvres d'artistes, qui fait appel à la mémoire. Et toujours, le fil rouge, c'est la transmission et de ces histoires et aussi la transmission de ces savoirs. Et il y a eu énormément de presse, comme je te dis, et j'ai eu beaucoup d'échos. C'était pas la seule exposition qu'on avait à Paris, mais effectivement, cette exposition il y a eu un engouement. Voilà. ouais, vraiment. Alors évidemment, quand on fait une saison africaine en France, on est évidemment sur les thématiques, on est attendu sur des thématiques importantes comme l'environnement ou la visibilité des minorités, notamment, enfin des minorités, je dirais plutôt des genres, hein, qui sont des femmes, hein, pour le dire simplement. Euh, est-ce que dans la saison, tu peux nous parler peut-être de la dimension environnement dans certaines expos? C'était pas une thématique centrale, hein, de la saison, mais je crois que l'environnement était très présent dans les expositions. Alors nous, on a Euh, essayé d'être, on va dire, sur des grands concepts et pas sur des thématiques où les gens viendraient illustrer. Et mhm. que quand on a fait cet atelier de réflexion à Saint-Louis sur 5 jours, on a vraiment essayé de trouver les dénominateurs communs à l'échelle de ce continent, de 30 millions de kilomètres carrés. Et sur la thématique qui s'appelle fiction et mouvement non autorisés, donc qui Oui, concerne la circulation des personnes, des idées et des biens. Comment on circule sur ce continent? Pourquoi les gens se déplacent? Et il y a aussi la question du territoire. Donc c'est lié au terroir, aux frontières. Qu'est-ce qu'un territoire physique ou mental? Donc il y a une actualité française, que ce soit par rapport aux minorités, par rapport à la migration, mais nous, on a une actualité africaine et on a des urgences en Afrique. Et moi, ce qui m'intéressait dans cette saison, c'est qu'on parle de nos urgences à nous, pas des problèmes de la France. Ça a été ouais, bien sûr. compliqué d'expliquer ça aux gens. Si on prend ne serait-ce que la question des minorités, euh, si nous, toi et moi, on se promène dans la rue en France, on va être considérés comme des minorités. Mais quand tu es au Maroc, tu n'es pas une minorité, Myriam. Quand moi je Bien suis au sûr. Sénégal, je ne suis pas une minorité. Donc finalement, moi qui suis née, qui ai grandi au Sénégal, je ne sais pas ce que ça veut dire être une minorité. Je suis la Oui, c'est une majorité. réalité française, bien Donc sûr. il a fallu expliquer aux gens qu'on n'était pas là pour faire des projets, pour parler des problèmes de la France, mais que nous, on était là pour transcender les défis auxquels nous, le continent, on était confrontés. Donc maintenant, la question du territoire a été abordée d'abord à travers un projet itinérant en gastronomie qui s'appelait les cuisines africaines, Oui, ça qui c'était a fait fantastique. 5 villes et Oui, à chaque fois c'était 3 jours avec un plateau télé, des débats, à travailler avec des écoles hôtelières, travailler avec des lycées agricoles, des cantines scolaires, des chefs invités, des agriculteurs, pour justement parler du territoire. Donc ça, c'est le point d'entrée. Mais à travers le territoire, c'est aussi parler de changement climatique.
qui a un impact sur l'agriculture, sur ce que l'on cultive, sur ce que l'on mange. Donc, sur la bonne bouffe, sur la malbouffe, sur le slow food, sur le fast food. Donc, c'est toujours aborder les choses de façon plus transversale. On a aussi un projet sur l'architecture qui est un site en ligne qui a été monté par un collectif de femmes architectes, donc qui parle de l'architecture, des défis liés à l'urbanisme et comment est-ce qu'on construit d'un territoire à un autre en fonction de notre culture, mais aussi en fonction de notre climat, en sachant que le climat, il change. Donc, les questions liées à l'environnement, elles passent par ces projets-là. Et que les gens, en fait, sont dans des visions plus transversales pour aborder non pas une question, mais plusieurs questions, comme si c'était des discussions à tiroir. Les femmes, pour moi, c'était important, parce que dans la saison, il y a 3 piliers. Il y a les quartiers généraux, on en a 12. Il y a le focus femmes et il y a tout ce volet éducation. Et pour moi, c'était de faire un sous-programme dédié exclusivement aux femmes. On est plus de 50% de la population de ce continent. Donc, on est plus de 600 millions de personnes, c'est-à-dire 10 fois plus que la population française. Et d'inviter des professionnelles féminines du continent à proposer un projet qui parle justement d'un ou plusieurs de ces enjeux. Et dans le projet, de n'inviter que des intellectuels, des scientifiques et des artistes femmes. Et donc, on a fait 30 focus femmes dans les arts, les sciences et l'entrepreneuriat. Et ce projet dont j'ai parlé sur l'architecture, c'est justement un projet 100% féminin. Ça, pour moi, c'était quelque chose d'extrêmement important. Et y compris dans les 350 projets pédagogiques qu'on a fait en partenariat avec l'UNESCO et le ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, on a aussi des focus femmes. Mais c'était important d'avoir une plateforme dédiée. Et après, au-delà de ça, dans chaque projet, par exemple Paola Nascimento ou Myriam Berada, ce sont des femmes qui ont pas fait un focus femmes, mais qui avaient des artistes et des intellectuelles femmes dans leur projet. Et je pense que si on commence à faire une comptabilité qu'on n'a pas faite de combien, si on met tout bout à bout, combien de femmes versus hommes ont participé à cette saison, ben je pense qu'on arrive à au moins 60% de femmes dans la saison Africa 2020. Oui. Est-ce que tu penses à l'issue de cette saison, la France a quelque chose à apprendre de l'Afrique? Est-ce que tu penses qu'il y a une empreinte solide dans les consciences de tous ceux qui ont visité les expositions, euh, c'est quand même, ça a duré plus d'un an sur l'ensemble du territoire. Finalement, voilà, qu'est-ce qui va rester de cette saison dans la conscience de ceux qui ont visité les expositions? Alors, je pense que ça va prendre du temps. Tu sais, à Mhm. chaque fois, mesurer l'impact d'un projet, c'est sur le moyen terme, parfois sur le long terme. On a fait beaucoup de conférences en ligne, de débats en ligne au mois de février, au mois de mars, et ces discussions sont toujours disponibles en replay sur Facebook et YouTube, où on a abordé toutes ces questions. Je pense que ça va prendre du temps. La chose la plus tangible, là, de manière immédiate, c'est tout ce travail qu'on a fait avec l'UNESCO et avec le ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, où on a eu 350 projets pédagogiques et à chaque fois le principe c'était le même. C'est une école dans une ville en France qui fait un projet pédagogique avec une école dans une ville en Afrique. Et à chaque fois, ça pouvait être un projet artistique, un projet dans les sciences, dans les mathématiques, euh, dans le cinéma pour parler justement d'identité ou autre chose. Et là, on a été sur l'année scolaire 2020-2021, on a suivi l'année scolaire et on a eu des projets de la maternelle au lycée. On a eu aussi des universités et des établissements d'enseignement supérieur qui ont fait des projets. C'est par exemple Sciences Po, le campus de Reims, l'école de mode du Perret à Paris ou l'école d'art, la Haute École des Arts du Rhin à Strasbourg, qui ont invité des écoles d'art, des professionnels à venir enseigner dans leur école et ils ont créé en fait un module pédagogique spécifique Africa 2020 dans le cadre de leur année scolaire. C'est l'école de la photographie à Arles qui a travaillé avec l'école Market Photo Workshop à Johannesburg et ils ont fait des échanges et d'élèves et de professeurs.
On a créé des outils pédagogiques, puisqu'ils existent, en fait, à travers l'histoire générale de l'Afrique, portée par l'UNESCO, ces 8 volumes, où l'idée de l'Union africaine, c'était de créer des outils pédagogiques pour harmoniser l'enseignement de l'histoire de l'Afrique à l'échelle du continent. Donc, on a symboliquement offert ces outils à la France, et avec le ministère, on a monté un plan national de formation. On a formé à partir de mars 150 professeurs des écoles à l'enseignement de l'Afrique en s'appuyant sur les outils que les États africains utilisent. Ce qui veut dire que la France, en fait, elle rejoint ce programme pilote de l'UNESCO et qu'à chaque fois que la France va devoir enseigner un morceau d'histoire, un morceau de géographie euh, dans le futur, elle aura à sa disposition donc ce corpus de savoir que les professeurs des écoles utilisent déjà en Afrique pour être plus pertinents et pour éviter des interprétations libres ou des délires fantaisistes justement empreints de clichés. Et ça a fait l'objet d'une convention entre l'UNESCO, qui a représenté l'Afrique, et entre le ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports en France, qui représentait l'État français. Donc, les outils, ils existent, ils ont été mis à la disposition. On a fait des publications. On a fait une publication pour tous les élèves de CM2, diffusée à 1 200 000 exemplaires. Donc, on a touché 1 200 000 élèves de CM2, mais sur tous les territoires, y compris dans les Antilles françaises, la Guyane, la Réunion et Mayotte. On a fait une publication pour les maternelles autour de l'enseignement des arts plastiques, tout l'univers de l'art, version Afrique, à 31 000 exemplaires. Et il y a eu énormément de livrets pédagogiques et de films pédagogiques qui ont été produits par les différents partenaires et qui restent et qui sont confiés à Canopé, qui est un des opérateurs du ministère de l'Éducation nationale. Et donc, il y a un site internet dédié où, indéfiniment, les professeurs peuvent aller en ligne, télécharger des choses, télécharger des outils, et ce plan national de formation, il continue. Donc ça, ce sont des choses qui sont importantes, où je sais que en touchant les enfants, on ne naît pas avec des clichés. On accumule des clichés au fil de sa vie pour différentes raisons. Mais si la France, à travers ce ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, là que la saison est terminée, continue ce travail de façon sérieuse, continue ses formations, continue à développer avec des experts mis à la disposition de l'UNESCO ces fiches pédagogiques, je pense que les tout petits, il va y avoir des changements. Donc déjà, qu'est-ce que j'ai appris à l'école sur l'histoire de l'Afrique ou sur l'histoire de la France par rapport à son histoire commune avec l'Afrique. Ça, c'est sur du long terme. Après, par rapport aux adultes, je sais qu'il y a des gens, y compris des gens qui ont travaillé sur la saison, qui disaient « Ah ben je pensais pas que l'Afrique était autant contemporaine, je m'attendais pas à voir un projet aussi conceptuel. Ah, je savais pas qu'il y avait une femme qui était astrophysicienne et qui travaillait avec Thomas Pesquet, qui est sur la station internationale sur Mars, etc., etc. Et là, on a envie de dire, mais oui, descendez de votre nuage. On a des intellectuels, on a des scientifiques. Tout ce que vous avez en France, on l'a, mais on l'a en XXL parce que nous, on est plus d'1,2 milliard. Un continent, ouais. Bah, c'est magnifique. Est-ce que tu as l'intention, Ngoné, puisque j'ai lu que la Biennale de Dakar est reprogrammée pour le mois de mai 2022, j'espère. Est-ce que tu as l'intention d'apporter quelques archives, quelques témoignages de cette magnifique saison au sein de la Biennale de Dakar? Alors, tu sais, moi, j'ai été extrêmement occupée parce que moi, j'ai Ouais, commencé le 1er juin 2018. Donc, j'ai travaillé 40 mois sur ce ouais, projet. Je sais non-stop. que la Biennale de Dakar a Ouais. été reportée. Elle devrait avoir lieu en mai de l'année prochaine, mais j'ai pas vu d'annonce officielle. Je suis pas en contact, en fait, avec la Biennale depuis que j'ai commencé ce projet, donc il y a 3 ans et demi. Moi, j'ai travaillé avec la Biennale entre 96 jusqu'à Ouais. 2006, et c'est là où je suis passée à autre chose pour plein de raisons. Donc, si ça intéresse la Biennale d'avoir une sorte de retour sur, oui, mais de ma propre initiative, je ne vais pas dire allons présenter cette saison à la Biennale de Dakar. Cette saison, elle est tellement gigantesque
avec 1500 projets scientifiques, technologiques, artistiques. Je sais même pas quoi présenter. Mais si la Biennale a un intérêt de dire on invite quelques opérateurs qui ont participé et on fait une discussion, je sais pas, sur un après-midi, oui, ça c'est possible. Mais je ne prendrai pas l'initiative là parce que en fait, là maintenant, j'ai besoin moi de me reposer. Donc, je Bien suis pas en sûr. train de réfléchir à l'après. Je sais que beaucoup de jeunes opérateurs, surtout du Nigeria, du Ghana, d'Afrique du Sud, de pays anglophones, sont en train de me harceler en me disant ne te débranche pas définitivement sans avoir récupéré les archives. Qui était Oui, une des voilà, questions parce de que cette saison, en disant on a très peu d'archives sur le Festival mondial des arts nègres de 1966. On n'arrive pas à avoir des accès aux archives du Festival panafricain d'Alger de 1969. On a du mal à trouver les archives du Festival panafricain de Lagos, le Festac, en 1977. Là, on a tous été protagonistes de cette histoire. Tu étais le pilote. Assure-toi que tu as copié toutes les photos, toutes les vidéos, tous les textes de tout ce qui a été produit et qu'on se crée une sorte de base de données ou de disque dur ou d'archives en ligne, mais que pour les générations futures, ce projet complètement fou, que chacun puisse y avoir accès. Et je sais aussi que j'ai des universités au Japon et aux États-Unis qui me disent la même chose parce que certaines de ces universités, des départements master, ont décidé de prendre cette saison comme cas d'étude pour dire mais le panafricanisme c'est quoi, faire un projet à l'échelle d'un continent aussi immense c'est quoi, les enjeux du 21e siècle pour les Africains c'est quoi. Donc de sûr j'ai demandé à l'Institut français qui est l'opérateur de cette saison de garder le site internet et les réseaux sociaux Africa actif. 2020 actifs et ouverts sur les 3 prochaines années. Et effectivement, je suis en train de discuter avec eux pour récupérer toutes les archives de photos, de vidéos, de textes et de les confier à une structure au Nigeria qui veut être le gardien de cette mémoire, de tout ce que nous avons produit ensemble et que ce soit comme une sorte de base de données libre d'accès pour le monde entier. Pour des projets futurs. Merci infiniment Ngoné pour cet entretien magnifique. Merci à toi, Myriam. À très bientôt. À bientôt, j'espère.